d'abord, moi, je voudrais vraiment rendre hommage à cette enquête, ce rapport qui nous apprend énormément de choses. Les deux points les plus frappants, c'est peut-être que si on prend bien en compte toutes les dépenses contraintes, on constate que le revenu réellement disponible pour les populations pauvres en France est beaucoup plus limité, beaucoup plus réduit que ce que beaucoup de gens s'imaginent. Juste un chiffre, la moitié des populations étudiées ont moins de 9 euros par jour pour se nourrir, pour se vêtir, pour en fait, l'ensemble des dépenses de loisirs, de culture, enfin pour l'ensemble des dépenses non déjà contraintes du type loyer, énergie, etc. Donc ça c'est quelque chose de très frappant, je pense que le reste de la population ne se rend pas compte. Le deuxième résultat qui m'a beaucoup frappé, qui est très triste, qui est cette très forte augmentation de la population étrangère sans papier dans la population pauvre en France. La population étrangère, de façon générale, atteint la moitié des populations pauvres étudiées, et au sein de celle-ci, plus de 60% est soit sans papier, soit en cours de demande de papier. Et là, je pense qu'il y a un gâchis humain, il y a une véritable bombe à retardement qui a été mise en place par les gouvernements successifs, qui empêche dans un certain nombre de cas, les personnes tout simplement de pouvoir accéder à l'emploi, de trouver une dignité, de trouver des moyens de s'insérer dans la société française. Et puis après on s'étonne que tout va mal. Donc là, voilà, je pense que c'est vraiment très, très important que ces résultats soient mieux diffusés et qu'on interroge, qu'on mette en cause les politiques qui ont conduit à cette précarité. Alors, cette proposition d'augmentation à 50% du revenu médian, c'est-à-dire un peu plus de 890 € par mois, serait une augmentation très, très significative par rapport aux 550 € du RSA actuel. Moi, je pense que c'est une très bonne proposition. Je soutiens cette proposition à condition de bien l'insérer dans une proposition d'ensemble, de réforme profonde de notre système économique. C'est-à-dire que ça veut dire réduire les inégalités très fortement, réduire les inégalités de revenus et de patrimoine, pas seulement pour les milliardaires et les très très revenus, qui doivent évidemment être les premiers concernés, mais ça va aussi au-delà. C'est-à-dire que ça veut dire que les classes moyennes supérieures qui pensent qu'on va pouvoir tout demander aux milliardaires, non, ça ne va pas marcher comme ça. C'est-à-dire qu'une proposition de cette nature, ça veut dire aussi relever le salaire minimum, ça veut dire aller vers un éventail des revenus, une échelle des revenus beaucoup plus resserrée qu'actuellement. Alors est-ce que c'est de 1 à 3, de 1 à 4 je ne sais pas très bien, mais en tout cas ça ne va pas être de 1 à 10 ou de 1 à 20, et certainement pas de 1 à 100 ou de 1 à 1000 évidemment, mais ça ne va pas non plus être de 1 à 8 ou de 1 à 10, ça va être quand même une échelle beaucoup plus resserrée qui, à mon sens, est souhaitable, possible et aura plein d'effets positifs qui l'emporteront, mais il faut le dire, il faut en être conscient de tout ce que ça implique. Le deuxième point, c'est que même si cette question monétaire est très importante, on ne peut pas réduire cette ambition de réduction des inégalités à une question monétaire. C'est-à-dire que c'est un problème de répartition du pouvoir en général dans notre société qui met en jeu le système éducatif, notamment l'accès à l'éducation, qui est actuellement très, très inégalitaire, pleine d'hypocrisie dans notre système, où on prétend mettre plus de moyens dans des écoles défavorisées, alors qu'en réalité on fait tout le contraire. Plus l'école est favorisée, plus il y a d'enseignants titulaires, expérimentés, plus en fait le salaire moyen par enseignant payé par la collectivité nationale est élevé. Donc tout en prétendant le contraire, on ne fait que renforcer les inégalités initiales. Même chose quand on met 3 fois plus de ressources dans les filières élitistes de grandes écoles par rapport aux filières universitaires de base. Donc là, il y a toute une hypocrisie dans l'accès au savoir, dans l'accès à l'éducation qui doit être combattue. Et pour finir, il y a une répartition du pouvoir dans la société, d'accès, de participation à la vie économique, donc notamment de droits pour les salariés, d'avoir au moins la moitié des places, des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises. Je pense aussi que l'autre moitié des droits de vote des actionnaires devrait être fortement plafonnée au niveau individuel, c'est-à-dire qu'une personne ne devrait pas avoir plus de, mettons, 10% des droits de vote dans une société, au-delà d'une certaine taille. Donc c'est un ensemble de transformations profondes du système économique. On ne peut pas juste se limiter à l'augmentation du RSA, mais si on insère cette proposition sur le revenu minimum au sein d'un ensemble, alors je pense que oui, c'est un élément très important et tout à fait possible.
ce dont on s'est rendu compte, enfin qu'on savait déjà un petit peu avant, mais ce qui a explosé vraiment au grand jour, c'est toutes les failles de notre système social. C'est-à-dire qu'on passe notre temps on se gargarise sur le fait que le système de chômage partiel a permis d'éviter le pire. Oui, pour les populations concernées par le chômage partiel, c'est-à-dire des populations essentiellement qui étaient en emploi à durée indéterminée, en emploi stable, en emploi durable. Mais toutes les personnes qui étaient éloignées de l'emploi ou qui étaient dans des statuts d'emploi précaires, de quelqu'un qui était en CDD, qui s'est terminé juste avant le confinement, bon, il n'y a aucun chômage partiel d'aucune sorte. Puis, toutes les personnes qui sont intérimaires, précaires, auto-entrepreneurs, hein, ce statut qu'on a beaucoup promu toutes ces dernières années, où chacun allait devenir entrepreneur de sa propre vie, avec moins de cotisations, moins de contraintes, mais moins de protection aussi à la sortie. Et là, on se rend compte, on paye le prix de cette précarisation et avec des populations entières, une partie importante de la population française qui s'est retrouvée extrêmement précarisée et qui heureusement a pu bénéficier d'aides de dernier secours pour réussir à passer un petit peu la période, mais on voit surtout toutes les failles et tout ce qui devrait être transformé dans notre système de transferts sociaux, en termes de montant, en termes d'automaticité. Et donc voilà, toute cette crise doit nous faire prendre conscience du besoin d'aller beaucoup plus loin dans la transformation de notre système social.